Bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous voir aussi nombreux ce soir dans cette galerie des fêtes pour la deuxième édition de l'Assemblée des idées. Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, cher Jean-Louis, Monsieur le Président de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées, cher Thomas, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, vous étiez plus de 250 le 15 novembre dernier pour notre première soirée de l'Assemblée des idées consacrée au logement. Et aujourd'hui, vous étiez, je crois, près de 500 à être inscrits pour cette deuxième édition. Et je m'en réjouis particulièrement parce que j'ai voulu ouvrir les portes de l'Assemblée nationale en grand. Je les ai ouvertes en très grand à la culture, à l'art, aux comédiens, au théâtre, aux photographes. Et il fallait évidemment que cette ouverture concerne aussi le monde des idées. Et cette ouverture de l'Assemblée, elle est dirigée vers vous, parce que mon souhait, c'est d'ouvrir l'Assemblée aux citoyens, de faire en sorte que l'Assemblée nationale redevienne pleinement la maison du peuple, qu'elle redevienne pleinement votre maison, que les élus que nous sommes, représentants de la nation, nous exerçons un mandat pour les Français, pour vous. Et je crois qu'année après année, il s'est fait une grande distance entre nous. Et je consacrerai mon mandat à la présidence de l'Assemblée nationale à réduire cette distance, à faire en sorte que vous sentiez que la démocratie, cette magnifique façon de diriger un pays et de faire nation, que cette démocratie, vous en faites partie, autant que moi, autant que vos représentants, et que cette maison, temple de la démocratie, c'est chez vous, et que vous avez toute votre place ici, et que bien sûr, les idées ont toute leur place, et que vous avez toute votre place pour participer au débat d'idées. Et donc, je vous souhaite une très très bonne soirée et j'ai hâte de vous entendre. Je voudrais remercier nos 4 participants. À chaque fois, nous aurons un journaliste spécialisé dans la thématique qui va animer les débats bénévolement. Et donc, je voudrais remercier ce soir Pierre Aski qui a accepté vraiment immédiatement d'animer ce débat. Et effectivement, notre soirée sera consacrée au nouvel équilibre mondial. Quel est le rôle de la France aujourd'hui? Et donc, on m'a fait un grand discours que je ne vais pas vous lire parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est de les écouter. Et donc, d'écouter monsieur Gérard Haraud, qui est ancien ambassadeur de France en Israël et aux États-Unis, ancien représentant permanent de la France à l'ONU et négociateur pour la France dans le dossier du nucléaire iranien. Madame Sophie Péder, qui est chef du bureau parisien du journal The Economist et qui a par ailleurs une qualité essentielle, celle d'habiter dans ma circonscription. Elle saura nous apporter un regard extérieur. Je ne sais pas si elle vote pour moi, mais bon. Madame Alexandra de Hoop-Scheffer, qui est directrice du bureau de Paris du German Marshall Fund, chercheuse en géopolitique et ancienne chercheuse à l'IFRI. Et donc, ce débat sera animé par Pierre Aski, qui est journaliste et chroniqueur géopolitique sur France Inter et pour l'Obs, et président de Reporters sans frontières. Donc, merci à tous les 4. Et je vous cède la parole.
Ça reste là, oui. Bonsoir à toutes et tous. C'est un cadre, je dois dire, très impressionnant et d'une solennité à laquelle je ne suis pas habitué. C'est mieux que les studios de France Inter. C'est incontestable. D'abord, je voudrais saluer cette initiative parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de débats dans ce pays sur la politique étrangère. Donc c'est une excellente occasion de rentrer dans le concret des sujets à un moment, évidemment, où cette question se pose de manière très aiguë, où tout le monde se pose des questions, tout le monde essaye de comprendre. Je suis frappé par la force des émissions de télé qui sont consacrées à l'Ukraine et à d'autres sujets, mais il y a une place plus grande, et donc c'est une très bonne occasion pour qu'il y ait cette rencontre et ce débat. Deux mots d'introduction du contexte dans lequel nous sommes. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler, mais il se trouve qu'aujourd'hui nous sommes le 24, c'est 11 mois depuis le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine. Dans un mois, ça fera un an. Je pense que ni Poutine ni nous ne pensions que nous en serions encore là un an après, et cette guerre ne montre aucun signe de se conclure, ou en tout cas d'approcher d'un moment de conclusion. Et c'est une guerre qui nous pose plein de questions à nous Français, à nous Européens, à nous citoyens du monde, parce c'est pas une guerre mondiale, c'est une guerre qui a des répercussions mondiales. Il y a une nuance très importante là, mais c'est vrai que c'est une guerre dont on ressent l'impact en Afrique avec la question alimentaire, au Moyen-Orient avec les prix de l'énergie, en Asie avec les interrogations sur le rôle de la Chine, de l'Inde, la question de Taïwan. Bref, le monde entier subit d'une manière ou d'une autre, par effet de ricochet, l'impact de cette crise. Et pour nous, Français, c'est comme pour tous les pays, mais c'est un élément qui nous remet en question, qui nous a fait rentrer dans une autre époque qui n'était pas celle que nous pensions, celle que nous attendions, et qui nous pose pas mal de questions sur notre rôle dans l'Union européenne. On voit bien qu'il y a des équilibres qui sont modifiés, qui sont bouleversés à l'intérieur de l'Union européenne. L'ascendant pris par exemple par les pays de l'Est et les États baltes, qui ont donné un peu plus le tempo politique pendant une certaine période à l'intérieur de l'Union, là où la France et l'Allemagne étaient traditionnellement leaders. Et on voit bien aujourd'hui que le chancelier Scholz, par exemple, est très secoué à la fois chez lui et en Europe pour ces tergiversations autour des livraisons d'armes. Nous avons aussi des débats fondamentaux qui sont provoqués par cette guerre d'Ukraine. Et c'est ça que nous allons voir ce soir. Donc, Madame la Présidente, vous avez présenté nos invités, je ne vais pas le refaire. Et je vais peut-être passer tout de suite la parole à Gérard Araud, qui est... nous avons trois profils très différents, et c'est très intéressant parce que ça fera trois regards complémentaires. Nous avons le diplomate chevronné, qui... cheveux gris. Mais chevronné et cheveux gris, ça va ensemble, mais qui, à travers des expériences, qu'elles soient américaines, onusiennes ou moyen-orientales, peut nous aider à comprendre ce qui se passe. Sophie Péder, que je connais bien, nous faisons le même métier, nous sommes collègues, et qui est une des meilleures journalistes de la place de Paris. Je ne sais pas si elle va rougir, mais en tout cas elle pourrait, mais elle le mérite. Et Alexandra, qui représente la recherche et que je connais aussi depuis longtemps, et qui a fait d'énormes travaux qui nous permettent aussi de comprendre le monde dans lequel nous sommes. Donc Gérard, je vous passe la parole. Vous restez assis, oui, c'est plus simple. Oui. Mais sur les questions que ça nous pose à nous, Français, tous les bouleversements induits par la guerre d'Ukraine. Merci Madame la Présidente de cette invitation. Je voudrais naturellement ne pas répondre à la question de Pierre, parce que je ne voudrais pas que, peut-être, dans mon point de vue, la guerre en Ukraine n'est que une partie d'un véritable iceberg qui est en train de bouger lentement dans les relations internationales. Et donc vous me permettrez, au fond, puisque je suis le premier à parler, de faire une sorte d'introduction, et parce que je voudrais insister sur cette idée
nous vivons une incroyable fragmentation du monde. Et cette fragmentation du monde, elle vient après cette période que l'on appelle généralement la période néolibérale, qui est la période des 40 dernières années, où on considérait que les frontières, c'était mal, que le libre-échange allait apporter non seulement la prospérité et la paix, et que fondamentalement, l'État devait s'effacer devant le marché, on devait réduire les réglementations, et donc tout devait aller pour le mieux. Et d'ailleurs, cette période a sorti de la misère des centaines de millions d'êtres humains dans le tiers-monde. Mais depuis 2016, nous voyons qu'une partie de nos citoyens se révolte contre ces systèmes. C'est Brexit. C'est quand même incroyable. Le pays que Napoléon appelait une nation de boutiquiers qui se retire du plus grand marché du monde. Ensuite, nous avons eu Trump. Nous avons donc partout, dans tous les pays européens, cette révolte, une partie de nos citoyens, contre demandant plus de protection, plus d'État, plus de frontières. Nous avons eu le Covid, et le Covid, naturellement, c'est d'une certaine manière la résurrection des frontières, et c'est aussi la mise en évidence de la fragilité de ce monde. Nous avons vu d'un seul coup, nous étions incapables de faire des masques, nous avons vu également la fragilité des chaînes de valeur, n'est-ce pas ? Un bateau était bloqué à Shanghai, et bien immédiatement, nous avions des problèmes en France. Nous avons eu là-dessus, nous avons la montée des Verts, parce que pour les Verts, évidemment, importer un bœuf d'Argentine, bon, c'est pas terrible en termes de CO2. On a le retour du localisme. Moi, ça m'a beaucoup frappé. Une fois, j'ai été bloqué dans un supermarché au fin fond du Minnesota. Je vous conseille de l'éviter d'ailleurs. Et il y avait même au fin fond du Minnesota toute une aile, comme on dit en anglais, qui était consacrée aux produits locaux made in US. Et vivre à l'étranger a un avantage, vous voyez les transformations de votre propre pays, et j'ai vu dans les supermarchés français voir apparaître le Made in France dans tous les projets. C'est le localisme. Mais le localisme, c'est l'inverse, c'est l'inverse d'une certaine manière, d'une autre vision d'un monde global, d'un monde industriel, un monde uni. Et là-dessus, vous ajoutez les tensions, la fragmentation géopolitique. La première, la plus importante, celle qui décidera de votre avenir pour les 20 prochaines années, c'est évidemment la relation sino-américaine. C'est la fragmentation ultime, c'est la confrontation. Et cette confrontation qui se met en place, tôt ou tard, on va venir vous demander, à vous, Européens, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous pensez en faire. Vous avez évidemment le conflit en Ukraine qui s'ajoute là-dessus d'abord en termes de guerre, mais aussi en termes des sanctions. Parce que les sanctions, c'est évidemment une fragmentation des échanges. Parce que les sanctions que nous prétendons imposer seulement à l'Ukraine ont des conséquences générales, des conséquences à travers le monde. Parce que, par exemple, les entreprises chinoises, elles sont bien obligées de respecter les sanctions, sauf à perdre l'accès au marché européen et au marché américain. Et donc vous avez aussi, par une sorte de phénomène de rebond, vous avez ces sanctions qui sont en train de s'étendre à travers le monde. Donc, fragmentation géopolitique, et on le voit également au moment dans cette guerre en Ukraine, nous ne sommes pas suivis, les Occidentaux. Certes, le reste du monde, par définition, n'approuve pas l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Quel que soit le pays dans le tiers-monde, évidemment, vous pensez que si la Russie peut envahir l'Ukraine, demain, votre voisin peut en faire autant. Mais ces pays nous répondent, parce que c'est la fin finalement du monde occidental que nous avons connu depuis l'effondrement de l'Union soviétique dans les années 90, eh bien ces pays disent c'est pas notre intérêt, c'est une guerre de blancs, c'est votre guerre, nous on ne voit pas pourquoi on s'en mêlerait. Voilà, c'est ce que nous disent. Après tout, les Indiens nous disent, moi ça me permet d'acheter du pétrole chinois à bon prix. Pourquoi est-ce que je me mêlerais de sanctionner la Russie ? Et donc là aussi, autre fragmentation, ce monde dont nous n'avons pas voulu voir qu'en réalité c'était un monde dominé par l'Occident, ce monde dont nous avons hérité en 1991, eh bien c'est la fin de la domination occidentale, et donc c'est là aussi fragmentation, le jeu des rapports de force, nous sommes de retour dans la jungle.
Voilà, je crois, un peu la conclusion. Excusez-moi de ne pas avoir répondu vraiment à la guerre, mais pour moi, cette guerre en Ukraine, ce n'est qu'une partie plus générale du fragmentation du monde. Il ne faut pas croire que c'est, comme on disait, je crois, en rhétorique, un apax, c'est-à-dire un élément qui ne se reproduit jamais. Au contraire, c'est sans doute, c'est peut-être la première guerre d'autres guerres. La guerre est de retour, la jungle est de retour, le gendarme américain est fatigué, il rentre chez lui, et puis de toute façon, il faut qu'il s'occupe de la Chine. L'Occident n'est plus incontesté. Eh bien, chacun est là, sur cette scène internationale, pour défendre ses intérêts. Et nous, les Européens, les Français, et puis les Européens, nous avons sans doute intérêt à ne pas être les seuls herbivores dans un monde de carnivores. Merci. Alors, Alexandra, je vais vous demander de reprendre là où Gérard a arrêté, c'est-à-dire l'Europe. Est-ce que l'Europe est un acteur herbivore de cette jungle, parce que quand même, il nous a mis dans un monde qui n'est pas très rassurant. Comment vous voyez la place, la réaction et l'avenir de l'Europe dans ce contexte qui n'est pas celui que les Européens avaient en tête il n'y a pas si longtemps? Merci Pierre, merci Madame la Présidente, et ravie de pouvoir partager ce moment d'échange avec vous, et ravie aussi de voir autant de jeunes étudiants. Non, vraiment, ça me rappelle mes années d'enseignante. Donc bravo, après une longue journée, de venir nous rejoindre pour cet échange. Donc très, très rapidement, ce qui me frappe, et peut-être pour enchaîner avec ce que vient de dire Gérard, c'est d'abord qu'on est confronté pas à une seule crise, mais à une superposition de crises. Et je pense que c'est ce qui fait aussi la complexité pour l'Europe, pour les États-Unis, nos partenaires, à répondre à ces crises simultanées. On n'était pas encore sorti de la crise du Covid-19, que s'ajoute la guerre en Ukraine, à laquelle s'ajoute la crise énergétique, à laquelle s'ajoute la crise économique, la crise alimentaire, etc. Donc, ce qui fait qu'on est dans un mode de gestion de crise au pluriel permanente, et qu'il faut qu'on utilise des outils hybrides qui puissent répondre à cette multiplicité de crises. Et il faut aussi qu'on réfléchisse à nos alliances. Et ça répond à ta question, Pierre. Je pense que c'est un moment clarifiant. C'est un moment clarifiant en ce qui concerne les alliances aujourd'hui de la France et de l'Europe dans le monde. Qui sont nos partenaires aujourd'hui? Avec qui devons-nous renforcer notre coopération afin de répondre plus efficacement aux crises aujourd'hui, mais encore plus important, afin de pouvoir mieux répondre aux crises de demain? Et il y en aura, bien entendu, énormément. Donc la première leçon pour l'Europe, pour la France, c'est d'abord ce qu'a dit Gérard, c'est le coût de nos dépendances. Le coût de nos dépendances économiques, notamment, énergétiques, à l'égard de la Chine en ce qui concerne le Covid, mais aussi à l'égard de la Russie en ce qui concerne notre dépendance énergétique. On réalise à travers les crises le coût de nos dépendances structurelles. Et donc, comment est-ce que le conjoncturel, comment est-ce que la crise va révéler nos fragilités, nos vulnérabilités et le coût de ces dépendances structurelles que l'on a finalement approfondies au cours de ces 10, 20, voire 30 années. Donc ça, c'est la première, je dirais, leçon. Et donc aujourd'hui, et je pense que vous en entendez parler tous les jours dans les discours politiques, le débat sur l'autonomie stratégique, sur la souveraineté européenne, c'est vraiment ce débat-là. C'est quelles leçons on tire de ces dépendances et comment faisons-nous pour les surmonter, que ce soit dans le domaine industriel, pharmaceutique, production de masques, industrie de la défense. Comment fait-on en sorte d'être plus fort pour se défendre nous-mêmes et non pas tout le temps acheter l'armement américain? Là, on en est encore très loin. Mais ça, c'est la première leçon, et c'est ce sur quoi je pense l'Europe doit essentiellement se concentrer. Deuxième leçon pour l'Europe et pour les États-Unis avec cette guerre en Ukraine, c'est l'effondrement d'un mythe.
l'effondrement d'un mythe qui était celui de croire que l'interdépendance économique dont je viens de parler allait mener à la paix. Et ça remonte à Emmanuel Kant, la paix perpétuelle. Nous avons pris la paix comme un acquis, n'est-ce pas? On se rend compte que la paix n'est pas perpétuelle, la paix n'est pas un acquis, elle s'entretient. Et ça, c'est l'effondrement d'une illusion. Et ça va encore plus loin que ça, puisque nos interdépendances économiques sont de plus en plus utilisées comme une arme, que ce soit par la Russie, par la Chine et d'autres pays, pour nous faire pression dans le champ politique et géopolitique, n'est-ce pas? Donc c'est cette interdépendance aussi entre l'économie et la géopolitique qui fait qu'on est confronté à une difficulté à répondre dans l'immédiateté à ces crises. Ce qui fait que l'Union européenne est en train d'affiner, de muscler ses outils pour répondre à la coercition économique de la Chine, mais aussi pour essayer de s'émanciper du gaz russe. Et sur ce sujet tout particulièrement, l'autonomisation du gaz russe, pour moi, c'est vraiment le sujet sur lequel l'Union européenne a montré qu'elle était capable d'agir rapidement. Avant le 24 février 2022, 40% de son gaz venait de la Russie. Aujourd'hui, elle est pratiquement décorrélée du gaz russe. Donc ça, c'est pour moi le domaine dans lequel l'Europe a vraiment montré qu'elle était capable d'agir rapidement. Sur les autres sujets, c'est beaucoup plus compliqué et ça prendra plus de temps. Dernière chose sur les alliances. Je trouve extrêmement intéressant comment la guerre en Ukraine cristallise, met en lumière l'émergence d'une nouvelle géopolitique et d'une nouvelle géopolitique des alliances. On est dans une multipolarisation du monde. On a effectivement un certain nombre de pays, alors que maladroitement, on met dans le concept du Sud global, ce que je pense est extrêmement maladroit, parce que ce sont des pays qui ont un logiciel différent, mais on met l'Afrique du Sud, la Turquie, l'Inde, un certain nombre de pays d'Amérique latine dans ce paquet. Et effectivement, ce qui les unit, c'est une volonté de s'émanciper d'un monde occidental, n'est-ce pas? Des institutions qui ont été créées après la Seconde Guerre mondiale. Ces pays-là apportent et essayent de rallier de plus en plus de pays autour d'une autre vision du monde. Un exemple, l'Inde. Cette année, l'Inde va présider à la fois le G20, mais aussi l'Organisation de coopération de Shanghai. Ce sont ce qu'on appelle, et on avait sorti une étude il y a 10 ans, les swing states, ces États balanciers. C'est le multi-alignement. Ces pays-là ne veulent ni choisir un alignement à 100% sur les États-Unis, ni avec la Chine, ni avec la Russie, ni avec l'Europe, mais transactionnel, on va prendre ce qui nous intéresse chez les uns et chez les autres. Ce qui pose une grande question sur qui sont véritablement nos alliés. Et la Turquie est un exemple, membre de l'OTAN, mais qui joue un rôle de spoiler sur bien beaucoup de sujets. L'Afrique du Sud, je ne sais pas si vous avez lu ce matin, qualifie la Russie d'ami, en accueillant le mois prochain, en février, des exercices militaires conjoints sino-russes, en disant qu'il faut que l'Afrique du Sud renforce sa relation avec la Russie et avec la Chine. Tout ça, ce sont des indicateurs de ce que Gérard a introduit, c'est-à-dire vraiment cette refondation d'une nouvelle géopolitique. Et donc nous, Européens, Américains, il va falloir qu'on se pose aussi des questions sur comment travaille-t-on avec ces pays-là et comment est-ce qu'on repense nos relations avec la Russie, avec la Chine et ces différents pays. Dernière chose, et ce sera ma conclusion pour la France, si on zoome sur la France, quel rôle, quelle place, que peut faire la France dans ces, j'appellerais pas ça ce nouvel équilibre, mais ces nouveaux déséquilibres mondiaux? Eh bien, la France seule ne peut pas faire grand-chose, n'est-ce pas? Elle se dit puissance d'équilibre. C'est une manière enjolivée de se qualifier de puissance moyenne. Et donc, elle a besoin de partenaires.
Elle a besoin de l'Allemagne, on l'a vu ce week-end. Elle a conclu aussi un accord de coopération renforcée avec l'Espagne. Elle a besoin du Royaume-Uni sur beaucoup de sujets, de la Pologne et bien sûr des États-Unis. Donc pour moi, le grand défi dans les années à venir, c'est comment renforcer ces relations spéciales avec les uns et les autres et faire en sorte que dans ce monde de nouveaux déséquilibres, on arrive à renforcer ces coopérations qui sont absolument fondamentales puisque aucun pays, même les États-Unis aujourd'hui, ne parviendront pas à répondre aux crises d'aujourd'hui et de demain seuls. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, c'est très complémentaire et d'une certaine manière, vous emboîtez le pas, parce que j'allais demander à Sophie, qui a un champ de vision qui est un petit peu différent, puisqu'elle est une observatrice britannique d'un magazine britannique international à Paris, son regard sur la France dans cette crise et dans ces crises, puisque je pense qu'effectivement, il faut parler au pluriel. Alexandra vient de dire la France seule ne peut rien faire et elle a besoin de s'insérer dans un tissu d'alliances et de partenariats. Comment est-ce que toi tu vois le rôle, la place et la manière dont la France s'est comportée et a réagi à ces crises? Merci Pierre, et merci pour l'invitation. Je sais que la présidente était attendue, je pense à Matignon, mais merci de m'avoir invitée. Avant de répondre à ta question, Pierre, je voulais juste essayer de remonter un peu le moral de la salle, parce qu'on a beaucoup entendu le mot crise, bouleversement, ce sont des constats justes, sans doute, mais il y a quand même des événements révélés, je pense, par la guerre, qui sont un peu plus positifs. Et juste pour citer quelques-uns, qui aurait cru au mois de février l'année dernière que l'unité de l'Union européenne, des 27, de l'Europe en fait, en réalité, allait tenir aussi longtemps? C'était pas évident, c'était pas donné, et c'est le cas que l'opinion publique, dans la plupart sinon tous les pays, reste et soutient cette guerre, donc c'est déjà une bonne chose. Ensuite, on peut identifier d'autres choses qui ont eu lieu depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Je pense à la décision de mettre en place des sanctions, plusieurs retours de sanctions. Ça, c'est quelque chose, la rapidité de l'Union européenne et les autres pays, et l'efficacité et l'unité de mettre ces sanctions en place est très, très frappant. Un dernier point, c'est le rôle des États-Unis. On disait avant cette guerre, les États-Unis se désengagent de l'Europe, c'est le pivot vers l'Asie, ne s'intéressent plus à l'Europe. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est les États-Unis qui soutiennent l'Ukraine, mais 10 fois plus que tous les autres et européens. Donc on est quand même dans une situation où merci les États-Unis d'avoir été là pour l'Europe. Et ça, si on n'avait pas le président Biden, si le président Trump était toujours en place, qui sait? Donc j'essaie de... Et dernier petit point quand même sur l'énergie. Cette guerre nous force à regarder ailleurs pour les sources d'énergie non carbonées. Et ça, c'est vraiment important. Alexandre a mentionné le nombre de jeunes qui sont présents dans cette salle et c'est très encourageant. Mais vraiment, pour cette génération, c'est important d'accélérer ce chemin vers un monde décarboné. Donc voilà pour ne pas répondre pas du tout à ta question, Pierre. Vous avez remonté le moral. Ensuite, j'essaie de répondre rapidement parce que je sais que tu veux ouvrir le débat aux questions. Je pense quand même on est à un moment où on voit deux conclusions très différentes qu'on commence à tirer de cette guerre. Une conclusion tirée par la France et d'autres... Et une conclusion tirée par les pays plus à l'Est, les pays baltes, même le Royaume-Uni.
La première conclusion pour la France, c'est peut-être que la France seule ne peut pas, comment tu as dit ça, ne peut pas faire grand-chose, ok, mais je pense que la conclusion pour la France, c'est qu'il faut plus d'Europe. Il faut que l'Europe prenne plus de sa responsabilité en main et il faut relancer l'Europe de la défense, l'Europe puissance. On peut trouver toutes sortes de phrases différentes, mais la conclusion, c'est ça. Alors que dans les pays baltes, dans les pays de l'Europe centrale, au Royaume-Uni aussi, la conclusion, c'est tout autre. C'est que finalement, l'Europe ne peut rien faire. Il faut vraiment, on dépend surtout des États-Unis et de l'OTAN, et ça, et la guerre a démontré ce fait. Donc je pense qu'on est à un moment où il y a ces deux conclusions très différentes qu'on est en train de méditer, de débattre. Mais je pense que pour la France, c'est une position, c'est pas solitaire, mais c'est une position qui n'est pas représentative, je pense, des autres pays européens, surtout ceux qui sont beaucoup plus près de la frontière russe et qui se sont menacés eux-mêmes et qui ont décidé que finalement la seule puissance qui va les défendre, c'est les États-Unis. Merci. Alors, préparez vos questions parce que le but de cette soirée, c'est aussi d'échanger avec vous. Mais je voudrais quand même, avant de vous passer la parole, demander la réaction de Gérard sur ce que vient de dire Sophie, qui est un constat, je pense, très, très juste, du décalage entre un discours français sur l'autonomie stratégique, sur le fait qu'il y a un discours qui était tenu depuis plusieurs années, notamment par le président Macron, qui d'une certaine manière on pourrait dire qu'il est validé par la situation, mais qui provoque l'effet exactement inverse, qui est le renforcement de l'OTAN et le renforcement de l'influence américaine sur la défense européenne. Donc est-ce qu'il y a une contradiction ? Alors, il faut dire, vu ma génération, j'ai un côté gaulliste 2.0. Là, vraiment, je suis désolé, Alexandra, mais la France peut très bien faire pas mal de choses toute seule. Moi, je crois au contraire. Le problème de cette guerre, et il faut le comprendre, c'est que en effet, pour la Pologne, les pays baltes, vu la menace russe, évidemment on resserre les rangs derrière l'OTAN. Le président de la République avait dit il y a 2 ans, l'OTAN est en état de mort cérébrale. Il avait raison de le penser, moins de le dire, mais c'était vrai. C'est évidemment plus du tout le cas. Tous les Européens font bloc dans l'OTAN parce que les Américains ont prouvé que la garantie américaine, ça fonctionnait, et donc face aux Russes, on fait bloc. Et donc le danger que nous vivons, c'est la recréation d'un bloc occidental. C'est-à-dire que les Blancs, assurés de leurs bons droits, puisque nous sommes assurés de notre bon droit, nous nous réunissions autour de l'OTAN sur le thème ces salauds d'Indiens qui n'ont pas de valeur refusent de se joindre à notre croisade. Eh bien, nous allons resserrer les rangs. Nous sommes les démocraties face à un océan d'autocratie. Eh bien, moi, je pense que ce serait désastreux. Je pense qu'au contraire, nous les Français, et peut-être avec d'autres pays européens, nous devons aller parler aux Indiens, nous devons aller parler aux Sud-Africains et aux autres, et nous devons leur parler dans leurs termes. Nous ne devons pas essayer de faire la leçon aux Indiens sur le thème, vraiment, vous exagérez, vous voyez, vous achetez du gaz russe qui n'est pas cher, mais au contraire, dire, voilà, il y a des sujets sur lesquels on peut travailler ensemble, parce que nous devons travailler ensemble à l'équilibre de ce monde que l'Occident ne peut plus construire tout seul. Nous devons trouver des sujets où nous travaillons ensemble et surtout éviter d'être l'Occident, la frontière, la forteresse de l'Occident. Parce que ce monde multipolaire que nous voyons apparaître, et c'est une évidence, ce monde multipolaire, il y a quand même des intérêts globaux que nous partageons tous. Le changement climatique, nous le partageons tous, le problème. Vous savez, allez à New Delhi et vous verrez ce que c'est le changement climatique. Allez en Chine et vous verrez ce que c'est. Il y a d'autres sujets.
Vous savez, le hacking, évidemment, nous disons il y a des hackers russes, mais vous allez en Russie, ils vous disent il y a des hackers américains, vous allez en Chine, ils vous disent qu'ils sont victimes de hackers également. Donc nous avons aussi ensemble une possibilité de gérer le monde de l'Internet. L'avenir des océans, ça concerne tout le monde. Donc je pense que nous ne devons surtout pas nous replier sur nous entre blancs, mais nous devons aller au-devant de ces pays et nous devons leur parler leur langage. Ne pas leur faire la leçon, ne pas faire la leçon et essayer de trouver des intérêts communs. Et même en acceptant que sur certains sujets, on n'ait pas les mêmes intérêts. Voilà, il y a des sujets sur lesquels on n'a pas les mêmes intérêts, on a des intérêts communs. Et par exemple, entre la Chine et les États-Unis, nous sommes évidemment plus proches des Chinois, des Indiens, des Américains que des Chinois. Nous sommes évidemment beaucoup plus proches des Américains que des Chinois, mais nous n'avons aucun intérêt à faire bloc avec les Américains contre les Chinois. La Chine n'est pas une menace en Europe. Je suis désolé, la Chine n'est pas une menace en Europe. La Chine est un rival systémique pour signaler l'Union européenne, mais n'est pas un ennemi, un adversaire. Les Américains peuvent la considérer comme un adversaire, nous pas. Donc voilà, moi je pense qu'au contraire, la France peut être seule, pourquoi pas, mais sinon avec d'autres partenaires européens, et le mieux serait avec l'ensemble de l'Union européenne. Nous devons être une puissance d'équilibre, c'est-à-dire que nous ne devons pas nous ranger dans des tranchées, nous ne devons pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Mais voilà, c'est mon avis et je le partage. Alexandra ? Oui, non, sur l'OTAN et l'Union européenne, c'est très intéressant parce qu'on mène chaque année une enquête auprès de l'opinion publique qui est publiée sous le titre Transatlantic Trends, donc les tendances transatlantiques. Donc on sonde 11 pays européens, les États-Unis, la Turquie et le Canada. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on l'a mené après la guerre en Ukraine, donc au cours de l'été de l'année dernière. Et on voit que l'opinion française a effectivement changé de perception de l'OTAN. Elle considère à égalité, 72%, l'OTAN est très importante pour la sécurité de la France. Et à 72%, l'Union européenne est très importante pour assurer la sécurité de la France. Vous posez la même question aux Polonais, aux Lituaniens, aux Roumains. Les scores de la perception de l'Union européenne comme étant un acteur important pour leur sécurité nationale battent la perception française de plus de 10 points. Les Polonais répondent à 85%. L'Union européenne est très importante pour assurer la sécurité de la Pologne. Les Lituaniens, 87%. Les Roumains, 88%. Donc tout ça pour vous montrer que finalement, il y a un rapprochement, en tout cas d'un point de vue perception des opinions, quant au rôle de l'Union européenne et de l'OTAN. Et la conclusion de ça, c'est qu'en fait, sur toutes ces questions-là et toute la liste de Gérard, sur le climat, sur la compétition technologique, sur la question de la Chine, sur les questions énergétiques, sur les questions de santé pharmaceutique, etc., ce n'est pas uniquement un rôle de l'OTAN, et parfois ce n'est même pas du tout un rôle de l'OTAN, ce n'est pas uniquement un rôle de l'Union européenne, mais c'est beaucoup de coopération entre ces institutions, n'est-ce pas ? Et sur la Chine, alors, je suis un peu plus nuancée sur l'impact que ça peut avoir sur l'Europe. Quand on voit les investissements chinois dans les infrastructures dites critiques européennes, la dernière en date, le port de Hambourg, et puis toute une panoplie de ports qui sont des axes maritimes critiques en cas de mobilisation militaire ou dans le cadre d'une crise, là, vous avez un vrai sujet. Vous avez un vrai sujet, pas seulement d'ordre infrastructurel, économique, mais potentiellement aussi stratégique et militaire. Parce que ce sont des points d'appui et ce sont aussi des outils de pression ou de blocage que la Chine pourrait éventuellement utiliser. Donc c'est sur je dirais, ce vecteur-là que l'influence chinoise est extrêmement subtile et pourrait avoir des implications stratégiques à plus long terme. Et c'est pour ça aussi que je dis, faisons attention à nos choix économiques de court terme, parce que d'ici quelques années, elles pourront avoir des implications stratégiques dans lesquelles nous allons être piégés. Et c'est ce qui est arrivé avec la crise du Covid, qui l'a cristallisé, et la guerre de l'Ukraine, qui l'a montré d'une autre manière. Merci pour ce chiffre de la Pologne qui était effectivement très, très impressionnant.
juste une toute petite anecdote, mais il y a quelques semaines, j'étais à un déjeuner de journalistes avec la première ministre d'un pays nordique, je ne citerai pas lequel, et nous parlions autonomie stratégique et tout le vocabulaire français sur ces questions. Et elle nous a interrompus au milieu et elle nous a dit « Moi, ma seule préoccupation, c'est que les Américains restent en Europe pour nous protéger. » Donc la perception n'est pas tout à fait la même. Nous passons à l'échange avec vous parce que on pourrait disserter sur cette tribune pendant des heures. Alors je pense qu'il doit y avoir un micro. Donc monsieur, la première question. Alors une règle simple qu'on m'a imposée, qui est paraît-il inspirée par le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Question limitée à 1 minute 30 et réponse limitée à 3 minutes 30. Et mon boulot, c'est d'être le gardien des horloges, le maître des horloges, comme on dit parfois. Je n'ai hélas pas de marteau, mais sachez que mon marteau symbolique sera intraitable. Monsieur. Bon, bien écoutez, merci pour cette présentation. Je voudrais vous poser 2 questions. Et la première s'adresserait vraisemblablement beaucoup plus à Madame la Présidente qui s'est absentée, parce que c'est une question qui touche justement à l'Assemblée nationale. En ce sens que le thème de ces débats sont placés sous le thème « Quel rôle pour la France aujourd'hui dans le monde ?» Eh bien, je regrette que ces questions ne puissent pas être débattues à l'Assemblée nationale, puisqu'il s'agit de questions de politique étrangère, de problèmes de militaires également. Or, ces débats sont du domaine réservé du président de la République. Et j'aurais bien voulu savoir déjà quel était le sentiment que pouvait avoir la présidente de l'Assemblée nationale sur ces questions qui sont rarement débattues à l'Assemblée nationale. Ça, c'est la première question. La deuxième question a trait justement à ce qui vient d'être évoqué tout à l'heure, en ce sens que nous assistons aujourd'hui quelque part à une crise de civilisation, à un combat de civilisation entre ce qu'on pourrait appeler en général l'Occident et les puissances, l'Occident qui représente les sociétés démocratiques et libertaires par rapport aux dictatures qui sont représentées essentiellement, il y en a bien d'autres bien sûr, mais par la Chine et par la Russie. Et quand je dis dictature, c'est beaucoup plus des mafias qu'autre chose. Allez à votre question. Oui, je vais y aller. Ce qui m'amène à poser la question, jusqu'où devons-nous commercer ? Jusqu'à quel point devons-nous commercer avec ces dictatures ? Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on est sur le recul, mais jusqu'où faut-il reculer ? Et voilà, c'est la question. Merci. Alors, peut-être que Jean-Louis Bourlange, que nous avons la chance d'avoir avec nous, peut répondre sur votre première partie sur la question des débats de politique étrangère et du rôle de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez passer un micro à Monsieur Bourlange ? Voilà. Merci. Je suis désolé de rester assis parce que je me suis cassé la cheville, donc je ne peux pas me lever. Écoutez, je voudrais rassurer notre ami. On parle de politique étrangère, de stratégie, de politique de défense à l'Assemblée nationale et tout particulièrement dans les 2 commissions qui sont consacrées à la commission des affaires étrangères que je préside, la commission de la défense nationale que préside notre ami qui était là tout à l'heure et qui est parti avec la présidente. Demain, par exemple, la commission recevra le chef d'état-major des armées, la commission des affaires étrangères, pour aborder les questions de la loi de programmation militaire et évidemment, à travers cette réflexion sur la loi de programmation, les grands enjeux stratégiques qui sont les nôtres. Nous avons eu en séance publique, parce que c'est là que ça se passe, de très grands débats sur l'Afrique, où nous avons marqué au cours des mois précédents notre préoccupation, notre inquiétude devant la détérioration de la situation entre certains États plus ou moins putschistes africains et nous. Nous avons eu des débats extrêmement émouvants, impressionnants sur l'Ukraine. Donc non, l'Assemblée nationale ne peut pas être considérée comme la grande muette des questions géopolitiques et stratégiques. Nous sommes au cœur de ce problème, même si effectivement le président de la République, que j'ai d'ailleurs accompagné, présentant l'Assemblée nationale à Washington il y a quelques semaines, même si le président de la République, dans la Constitution qui est la nôtre, est effectivement le grand maître de la politique étrangère et le chef des armées. Mais
rassurez-vous, les représentants du peuple s'occupent de ces questions véritablement avec un immense intérêt. Merci. Alexandra, peut-être sur la deuxième partie de la question, sur jusqu'où doit-on commercer avec des pays qui ne respectent pas nos valeurs ou les droits de l'homme? C'est un vrai dilemme. Je dirais que je poserais la question autrement, en fait. Comment être moins dépendant de ces pays-là? Et je donnerai deux exemples. C'est notamment la dépendance de l'Europe par rapport aux terres rares qui sont indispensables pour la production, par exemple, de l'énergie éolienne ou pour les batteries. On dépend à 98% des terres rares qui viennent de Chine. L'autre, en ce moment, grande question, c'est le lithium. 90% de la production du lithium dépend de 3 pays dans le monde: l'Australie, le Chili et encore une fois la Chine. Donc, quelle est la solution? Est-ce qu'on se met à produire chez nous? Donc c'est effectivement l'idée de relocaliser des sites de production. C'est un peu l'esprit dans lequel les États-Unis s'inscrivent aujourd'hui. La protection qui glisse dans le protectionnisme et encourager le Made in America et Buy American. Nous, on est en train de réfléchir à répliquer la même chose au niveau de l'Union européenne. Mais là, il y a une vraie réflexion à avoir, en fait. Comment fait-on pour booster les capacités de production européennes, ou comment faisons-nous pour renforcer des partenariats avec des pays qui ont un régime politique qui soit un peu plus proche, si je puis dire, des critères démocratiques. Mais ça, c'est très compliqué. L'Inde, typiquement, on voit le président Macron, l'année dernière, se rendre en Inde, se rendre aussi en Turquie. Il planifie un autre voyage en Inde courant printemps. C'est pas un exemple de démocratie, mais en même temps, c'est un pays qui compte sur beaucoup de plans. Donc, c'est difficile parce qu'on est amené à... Gérard a parlé de fragmentation, mais on est amené à segmenter de plus en plus nos relations avec ces pays. Et d'ailleurs, le discours officiel de l'Union européenne pour décrire la Chine, c'est dire c'est un partenaire, c'est une rivale, et c'est... alors, je ne me souviens plus du troisième... Et c'est un concurrent, competitor, exactement. Donc là, on est en train d'essayer de trouver un équilibre. On se dit, bon, on est dépendant de la Chine et du marché chinois. En même temps, elle nous pose des difficultés. Et en même temps, c'est une compétitrice. Donc on segmente de plus en plus nos relations parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Et nous-mêmes, on devient en fait assez transactionnel et pragmatique dans nos relations. C'est très compliqué, mais c'est un vrai sujet géopolitique et géoéconomique. Alors, monsieur, et ensuite devant, et puis je vous tourne le dos, mais je vous regarde quand même. Alors, comment ? Oui, oui. Oui, bonjour. Bonsoir. C'est une question d'abord à M. Aski, que j'ai entendu l'autre fois dire que s'il n'y avait pas eu l'Ukraine, la Chine aurait attaqué Taïwan. Peut-être ai-je mal entendu, c'était au festival du cinéma Guerre et Paix. Bon, en fait, ma question, c'est quel levier la France peut actionner, compte tenu de sa doctrine du court terme, du long terme, et compte tenu de ce que les autres parties prenantes sont, pour pouvoir jouer son rôle, puisqu'il s'agit bien de ça. S'il vous plaît, c'est ma question. Alors, j'ai juste un petit mot. J'ai pas dû dire ça parce que c'est pas ce que je pense. Je pense au contraire que l'Ukraine a peut-être plutôt découragé la Chine dans la mesure où elle voit, qu'un petit pays peut résister à un gros et qu'une invasion militaire n'est pas aussi simple que prévu, que l'Occident, en l'occurrence les Américains, qui ont soutenu l'Ukraine, soutiendraient vraisemblablement Taïwan, donc le prix d'une telle invasion serait beaucoup plus élevé, et que les disruptions économiques à l'échelle mondiale seraient telles que l'économie chinoise serait menacée d'écroulement. Donc je crois qu'au contraire, ça le ferait plutôt réfléchir que d'agir. Mais qui veut répondre à la... Oui, non mais... Oui, mais je ne pense pas qu'ils étaient prêts de toutes les manières à attaquer. Mais ça, Sophie, peut-être.
quel levier on dispose en fait dans des crises de ce genre-là. Question plus générale d'ailleurs. Micro. Tout d'abord, il y a une première exigence, c'est l'exigence du réalisme et de la modestie. D'abord, il y a des débats, il y a des crises, il y a des guerres où la France a peu d'influence. Voilà, il faut reconnaître aussi, par exemple, en ce qui concerne le Taïwan, honnêtement, sur l'affaire de Taïwan, je ne vois pas ce que la France peut faire. Ce que peut faire la France, et ça peut avoir des influences sur Taïwan, c'est justement dans le face-à-face qui se met en place entre les États-Unis et la Chine. Un face-à-face qui est pour le moment essentiellement sécuritaire, on l'a bien vu à nos dépens en Australie, mais qui, espérons-le, peut conduire à un dialogue politique. Peut-être que la France, l'Europe peuvent jouer un rôle pour maintenir ce dialogue politique. Parce que souvent on parle de guerre froide, la nouvelle guerre froide. C'est faux, ce n'est pas une nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine, pour deux raisons. La première raison est que les échanges économiques sont tellement intenses entre les États-Unis et la Chine, alors qu'ils étaient nuls entre l'URSS et les États-Unis, c'est que États-Unis et Chine, de toute façon, ont besoin de se parler et ont besoin d'atteindre modus vivendi. Et deuxième raison encore plus forte, c'est que la guerre froide, nous étions dans nos tranchées, les autres étaient dans nos tranchées, c'était le saillant de Fulda, à deux étapes du Tour de France de Paris. Là, les pays asiatiques ne veulent pas choisir leur camp. Les pays asiatiques, l'Indonésie, 250 millions d'habitants, la Thaïlande, le Vietnam, ne veulent surtout pas, les Philippines, ne veulent surtout pas qu'on leur demande de choisir le camp américain ou le camp chinois. Parce que leur géographie, leurs intérêts, géographie humaine et géographie physique, leurs intérêts commerciaux, d'une certaine manière, sont autant d'avoir des relations avec la Chine qu'avec les États-Unis. Et donc je pense que ceci introduit dans cette confrontation une marge de manœuvre pour les Européens. Je dirais d'une certaine manière les Européens, et la France seule si les Européens ne veulent pas venir avec nous, mais je pense que par exemple l'Allemagne serait prête à travailler avec nous sur ces sujets, l'Espagne, l'Italie, eh bien essayer justement avoir des dialogues avec l'Indonésie, avec la Thaïlande, avec le Vietnam, qui veulent surtout ne pas être pris entre le marteau et l'enclume, entre le marteau américain et l'enclume chinoise. Je pense que là, nous pouvons jouer un rôle de liant, dirais-je, dans les relations à travers l'Asie. Et de même avec la Chine. Le général de Gaulle s'est rendu à Moscou. Pourquoi le président de la République ne se rendrait-il pas à Pékin? Voilà, pourquoi pas essayer d'avoir aussi notre relation, notre relation particulière avec la Chine. Nous sommes plus proches des Américains que des Chinois, c'est évident, mais nous avons le droit également d'avoir nos propres relations avec la Chine, qui, comme on l'a dit, est un rival. Et quand on choisit les mots, c'est très important. Un rival n'est pas un ennemi. Alors, premier rang, et ensuite on passe de ce côté. Merci à vous et merci à Madame la Présidente pour organiser ce moment d'échange et de partage. Isor Coursonnet, je suis conférencière sur l'écosystème Web3. Je reviens du CES de Las Vegas et du World Economic Forum de Davos. Les trois sujets qui ont été adressés principalement furent l'intelligence artificielle, la crise en Ukraine, le développement durable et la blockchain. Il se trouve qu'il y a un accélérateur très puissant, c'est le digital. À l'heure actuelle, nous avons un fonds en Corée qui injecte 3 millions de capital dans les startups, dans l'écosystème Web3. Nous avons le Wyoming aux États-Unis qui se fait terre d'accueil. Il y a plus de 1000 startups également dans le même écosystème. En France, il y a eu un vote très important aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui s'est vu être dur, mais non pas punitif. Mais nous avons un fossé entre cet écosystème Web3 et nos parlementaires. Qu'est-ce que vous proposeriez pour qu'on élève ce débat à l'échelle nationale, afin que ce soit vraiment un moment d'échange et de compréhension pour une technologie qui est très compliquée? Sujet pointu, qui est pertinent sur ce sujet. Est-ce que j'ai fait la minute 30? Oui, c'est bon. Non, mais là, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Quel est le lien entre le débat parlementaire et la technologie? C'est en gros, est-ce que nous, Européens, en gros, serons à la hauteur du défi technologique qui est aujourd'hui
lancé à la fois par les Américains et par les Chinois, et dans lequel l'Europe a évidemment un grand temps de retard, c'est incontestable. Oui, c'est J'ai bien résumé en termes... Pardon. Non, c'est incontestable. On peut constater effectivement que les États-Unis d'abord et ensuite maintenant, c'est en Chine où tout se passe à une vitesse incroyable. Donc on est vraiment non seulement rattrapé, mais doublé par la Chine dans ce domaine-là. Ceci dit, il faut reconnaître que les choses ont évolué en Europe. On n'est pas dans le même monde qu'il y a 10 ans. Donc il y a une évolution dans le monde des startups, notamment non seulement à Londres, à Berlin, mais à Paris a beaucoup changé depuis de 5 ou 10 ans. Pareil dans certains pays nordiques. Donc, on est plus lent, on n'a pas toujours la capacité d'échelle parce qu'on est souvent dans les marchés, des marchés beaucoup plus petits. Donc, c'est très difficile pour le start-up qui se lance à Paris de trouver l'échelle nécessaire pour conquérir ensuite le monde. On a en principe un marché unique en Europe, mais c'est compliqué de passer d'un start-up dans un pays à une échelle où on est vraiment, on a une capacité de peser et de le lancer dans le monde. Mais les choses évoluent. Est-ce que je peux revenir à une chose que disait Gérard à l'instant, ça concerne cette idée qu'un pays européen ne peut pas seul faire des choses. Je reviens à ce qui se passait en 2016 au Royaume-Uni, quand les Britanniques, 48% des Britanniques, pas tous, 52% des Britanniques, pas 48%, 52% des Britanniques ont voté pour le Brexit. Et quelle est la leçon qu'on peut tirer après de ce que peut faire un seul pays en dehors de l'Union européenne? Et c'est terrifiant. Parce qu'on dit que la France ne peut pas faire... qu'est-ce que la France peut faire contre la Chine ou à résoudre les crises? OK, mais un pays seul, comme le Royaume-Uni, se trouve vraiment sans les moyens de peser du tout dans la résolution de ces conflits. Ce n'est pas à Londres où ont lieu actuellement des conférences de paix ou des conférences de donateurs ou des conférences comme on voit souvent à Paris, par exemple. Mais à travers l'Europe, la France a une capacité et une possibilité de peser que le Royaume-Uni n'a plus. Et donc, je pense que on parle beaucoup de géopolitique, on ne parle pas du tout d'autres domaines comme la régulation. L'Europe peut peser dans le monde parce que c'est une puissance régulatrice. C'est assez étonnant, mais c'est vrai, c'est très fort. Les normes qui sont développées par les Européens, à cause de la taille du marché européen, pèsent dans le monde. Donc ça compte pour quelque chose. Ce n'est pas possible pour un pays seul, comme le Royaume-Uni, de faire ça, ni d'organiser de négocier des traités de commerce commercial, etc. J'arrête. Alexandra, c'était... Non, ok. Alors, de ce côté-ci, nous avons monsieur au 2e ou 3e rang, je vois pas bien. Bonjour, merci beaucoup déjà pour l'invitation et au panel d'avoir présenté tout ça. J'ai 2 questions. Est-ce qu'il y a une stratégie française de long cours, enfin, ou de long terme? Donc on a parlé de l'Europe, je crois aussi qu'il y a une stratégie au niveau des mers en étendant la zone économique exclusive, même si ce n'est pas militaire, ça a quand même un impact. Donc est-ce qu'on a une stratégie de long cours? Et deuxièmement, on a parlé de la puissance militaire, donc le hard power. Est-ce qu'il y a une stratégie aussi au niveau du soft power pour asseoir l'influence de la puissance dans le monde? Parce que je pense que ça peut avoir un impact, que ce soit par les universités ou par la culture. Et ensuite, juste un petit point, parce que j'ai encore 55 secondes, sur les minerais dont on parlait tout à l'heure. Je pense que c'est un peu plus compliqué. Premièrement, parce qu'il y a 2 problèmes. Ouvrir une mine, c'est pas simple. Ça veut dire détruire un environnement et détruire un écosystème sur une assez grande surface avec des pollutions. C'est pas dit que les personnes aient franchement envie de ça. Et deuxièmement, ça dépend aussi de la géologie. Enfin, c'est-à-dire que si on n'a pas le caillou sur place, on peut faire tout ce qu'on veut, on n'a pas le caillou, quoi. Et ça vient aussi de 2 problèmes. C'est que premièrement, on a une très grande consommation et une très grande demande. Et vu l'ampleur de la demande et son évolution, même si on ouvre toutes les mines qu'on veut en Europe, on ne va pas répondre à cette demande. Et ça vient aussi... Bon, bah, c'est tout ce que je vais dire. Merci beaucoup. Merci. Peut-être Gérard, sur le hard power, soft power, stratégie à long terme, est-ce que la France
a une vision à long terme? La France a une vision sur 1000 ans. Hein. C'est, depuis Capet, nous avons une vision. Hein. Vraiment. Non, plus sérieusement, tout simplement, le président de la République vient de présenter la loi de programmation militaire. C'est quand même une volonté d'essayer de voir sur les 5 prochaines années, essayer à la fois en termes de taille et surtout d'orientation, à essayer d'avoir un appareil militaire qui s'adapte au changement de l'environnement stratégique. Et cette loi de programmation militaire elle-même, elle était fondée sur un document où les autorités civiles et militaires, mais aussi les représentants des instituts de recherche français, essayaient de définir quel sera le monde qui vient. Moi-même, dans des fonctions précédentes, j'ai participé à l'élaboration d'un livre blanc. Vous savez, le livre blanc est un exercice qui est cela dépend évidemment des périodes, mais en général, c'est tous les 5, 6, 7 ans, où on réunit à peu près des spécialistes, y compris d'ailleurs des spécialistes étrangers. À l'époque, l'ambassadeur de Grande-Bretagne en France, M. Ricketts, avait été invité à participer à la rédaction de ce livre blanc, et l'on essaye de décrire l'environnement stratégique de la France dans les 5 années qui viennent, donc les défis qui en découlent et les orientations que l'on peut prendre à la fois en termes politiques et en termes militaires. Donc oui, nous essayons naturellement que l'appareil d'État essaye de planifier à la fois en termes de politique et en termes militaires, mais d'une certaine manière, à chaque fois qu'on essaye de planifier, on se trompe. Hein, il faut bien dire, on se trompe, et il faut donc adapter en permanence nos réactions, à la fois nos réactions politiques et militaires. Mais, et là je parle à titre personnel du fait de ma vision des relations internationales, cela étant, la politique étrangère de la France est surtout déterminée par son histoire et sa géographie. Hein, il ne faut pas croire. Si vous regardez, par exemple, la politique étrangère de la Ve République, vous constaterez que lorsqu'un nouveau président est élu et lorsqu'il est d'une ligne politique très différente de celle du précédent, par exemple en 1981, il y a pendant 6 mois un peu de fantaisie, n'est-ce pas? Le nouveau président veut montrer qu'il a été élu, et puis très rapidement, il revient, si j'ose dire, il revient à ce que faisaient ses prédécesseurs et à ce que feront ses successeurs. La politique étrangère de la France, c'est avant tout, il faut bien dire, des grandes constantes qui sont liées à une histoire qui nous lie, naturellement, et qui nous lie, c'est-à-dire, quand je dis qu'elle nous lie, c'est que l'opinion publique française, je donne toujours comme exemple le Liban. Les Français sont persuadés que la France a un rôle à jouer au Liban. Bien, là, je peux vous dire qu'il n'y a aucune raison objective pour justifier ce point. N'est-ce pas? Nous n'avons aucun intérêt financier, économique au Liban, mais historiquement, voyez, historiquement, les Français considèrent que, et donc le président de la République est obligé de considérer que nous devons avoir une politique libanaise. Ça, c'est l'histoire. Mais il y a beaucoup d'autres exemples. Et puis, vous avez naturellement la géographie. Nous sommes une puissance méditerranéenne, par exemple. Nous sommes aussi une puissance, d'une certaine manière, africaine par notre géographie et notre histoire. Et ceci nous conduit naturellement à des politiques étrangères qui ne sont pas si différentes l'une de l'autre. Bravo pour le timing. Alors, il y avait une autre question tout au fond, et ensuite je viens de ce côté-ci. On essaie d'être équitable. Bonjour et merci beaucoup pour cette discussion. J'avais une question qui est liée entre la France, la relation entre la France et l'Allemagne. On a récemment fêté les 60 ans du traité de l'Élysée. Aujourd'hui, la relation entre la France et l'Allemagne est toujours aussi importante pour l'Union européenne. Je voulais savoir, au vu de la guerre en Ukraine et de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, qu'est-ce qu'il en est de cette relation et comment est-ce que vous percevez son importance vis-à-vis du conflit avec l'Ukraine, et sachant que l'Allemagne est plutôt alignée sur les États-Unis en termes de défense et que la France est un peu solitaire dans son intention de créer une Europe de la défense. Merci. Alexandra, peut-être? Vous avez très bien décrit les quelques divergences de vision
de l'Europe, du lien avec les États-Unis, avec l'OTAN, qui caractérise la relation franco-allemande. Je répondrai très directement, en fait. Oui, ce duo franco-allemand est très important pour faire marcher l'Union européenne, mais il ne suffit plus aujourd'hui pour répondre aux défis auxquels fait face les Européens. De plus en plus, on va être amené à devoir travailler aussi avec les autres, à jouer avec des géométries variables. Il va falloir travailler avec les Polonais, qui vont certainement jouer un rôle très important dans la phase reconstruction de l'Ukraine si elle arrive un jour. On va devoir travailler de plus en plus avec les pays du Sud. On le voit d'ailleurs que avant l'anniversaire du traité de l'Élysée, le président Macron s'est rendu en Espagne pour renforcer la coopération, y compris dans le domaine sécurité-défense, avec le partenaire espagnol. On a fait de même avec l'Italie, etc. Donc ces partenaires bilatéraux auront vocation de plus en plus à s'élargir. Et ça, je pense que c'est très sain, et c'est dans l'esprit aussi d'une construction permanente et mouvante de ce qu'est l'Europe, de créer des coalitions autour de projets et d'initiatives concrètes. Et pour répondre un peu aussi à d'autres questions sur le rôle de la France, de l'Europe, moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est le retour à une Europe des projets, à une Europe concrète sur le digital, hein, vous l'avez mentionné, le numérique. Tout à fait d'accord avec vous, la technologie, c'est le sujet principal aujourd'hui de la compétition entre les États-Unis et la Chine. Et l'Europe doit sortir de ce entre-deux, de ce entre les États-Unis et la Chine. Donc ça, typiquement, sur le digital, le numérique, c'est là où on doit travailler ensemble. Et il y a d'ailleurs des initiatives qui sont prises, mais il faut qu'on renforce ça. Sur la défense, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, par rapport à nos divergences avec notre partenaire allemand. Et effectivement, la guerre en Ukraine a renforcé comment pas ce fossé, mais cette espèce de différente vision de ce lien avec l'OTAN, avec les États-Unis. La France, la leçon qu'on en tire, c'est il faut renforcer l'Europe, il faut renforcer les coopérations, l'industrie défense européenne, alors que, en fait, la majorité, si ce n'est pas tous nos partenaires européens, regardent vers les États-Unis, vers l'OTAN, et disent ben non, c'est là que tout se passe, c'est là que les choses sérieuses se passent et se fabriquent. Donc il faut qu'on revienne à cette Europe des projets concrets. Je ne pense pas du tout qu'on puisse y arriver à l'Europe à 27 sur tous ces projets. On voit que ça ne fonctionne pas. Mais ayons, comme l'a fait le président Macron, une approche pragmatique. C'est-à-dire qu'on fonctionne avec des coalitions, des associations de pays qui sont à la fois volontaires et capables de travailler sur des projets communs. Et si ça réussit, on pourra rallier d'autres pays petit à petit. Juste pour conclure sur la manière dont la France peut influencer les positions allemandes. Le plan de relance Covid-19 est un excellent exemple où l'Allemagne avait dit il est hors de question qu'on signe ce plan de relance. La France a fait du pushing, ça a fonctionné. Là, on est maintenant aujourd'hui sur un autre sujet qui est de savoir qu'est-ce qu'on fait en réponse à ce Inflation Reduction Act américain qui balance des subventions massives aux industries américaines, des réductions fiscales si on produit aux États-Unis. Oui, j'arrête. Et là aussi, l'Allemagne, très réticente au départ de venir à ce qu'on appelle peut-être potentiellement un fonds de souveraineté, c'est-à-dire recourir à des fonds de l'Union européenne pour investir dans les industries européennes. On voit que la France, à coup aussi de forcing, de dialogue, etc., est en train de parvenir à faire basculer la position allemande dans ce sens-là. Donc je dirais que c'est très intéressant de voir quand même que l'Allemagne n'est pas immobile. Ce dialogue est difficile et parfois on se dit mais c'est pas possible, tout est au ralenti, mais c'est aussi le système politique allemand qui n'est pas du tout notre système politique français. Donc il faut comprendre que cette coalition, surtout cette coalition-là, elle est difficile à manier, il y a plein d'avis différents. Mais sur des sujets concrets, la France a réussi à faire basculer les positions allemandes. Et ça, je trouve que c'est intéressant.
dans l'Europe des projets, citons sur la technologie le plan semi-conducteur et le plan batterie électrique qui a été initié par la Commission et qui est en train de sortir de terre, puisqu'il y a, je crois, 3 mégafactories de batteries qui sont en construction en France et une dizaine à travers l'Europe. De ce côté-ci, alors, mademoiselle à gauche, puis monsieur. Oui. Bonjour, merci pour ce temps d'échange. Je me présente, Lou, je fais partie de l'ANESTAPS, donc l'Association nationale des étudiants en STAPS, et je me permets de poser une question concernant le soft power et concernant des événements d'actualité qui sont du coup les grands événements sportifs accueillis par la France, et notamment les grands événements sportifs internationaux. Je voulais savoir, après, donc on parle beaucoup d'héritage, on parle beaucoup d'impact. Quelle serait donc la stratégie plutôt du coup au niveau international qui serait idéale, qui serait à prendre pour la France au niveau de son soft power, au niveau donc de cet héritage qu'on aurait de nos grands événements sportifs, et quel serait l'impact aussi du coup des grands déséquilibres que vous avez pu évoquer sur ces événements-là et sur l'héritage qu'auraient ces événements et ce fameux soft power. J'imagine que vous parlez notamment des Jeux Olympiques qui arrivent. Qui veut répondre sur Allez, Sophie. Sophie, tu es sur les sujets positifs. Oui, exactement. J'essaie de remonter le moral de la salle. Non, c'est vrai que l'année prochaine, 2024, ça sera un moment vraiment très important pour le monde. Tout le monde va regarder la France et va regarder Paris. Donc c'est une occasion, c'est une vitrine pour montrer ce que peut faire Paris, ce que peut faire la France. Et dans ce cas, c'est important, mais ce n'est pas le seul moment. Vous avez, je pense, les championnats de ski qui ont lieu ce mois prochain en Haute-Savoie. Ensuite, le championnat de rugby cette année aussi. Donc il y a vraiment plusieurs éléments. Et je pense que effectivement c'est un élément qu'on n'a pas vraiment touché. On était très orienté guerre, géopolitique, réponse militaire. Mais le soft power, c'est vraiment important et ça ne concerne pas seulement le sport, ça concerne la culture. Et là, la France peut vraiment faire des choses seule. On disait qu'en termes de géopolitique, c'est pas possible, mais en termes de soft power, si. Si vous avez un cinéma, une littérature, musique qui s'exporte un peu moins bien, mais c'est quand même un aspect de la France, le savoir-faire, l'art de vivre français. Ça fait partie de la diplomatie française. C'est difficile parfois à le chiffrer parce que c'est beaucoup moins visible, mais c'est vraiment important pour la France, au rayonnement à l'étranger, de tous ces aspects de soft power. Donc, non seulement le sport, je dirais, mais également tous les autres aspects de la culture. Mais ce qui est vrai, c'est que l'année prochaine, le monde va regarder la France. Et donc, il faut être prêt. Est-ce que Emily in Paris sur Netflix, c'est du soft power français? Quelque part, oui, je pense, même si ça joue beaucoup sur les préjugés, les clichés, etc., on peut se moquer de ces séries, mais quand même, si on parle de la France, c'est pas trop mauvais. Ça a amené des touristes, en tout cas. Oui, monsieur devant. Bonjour. Bonjour à tous. Je voulais poser une question à la présidente de l'Assemblée nationale. Tout d'abord, je voulais introduire mes propos. J'ai 1 minute 30 et ne vous inquiétez pas, ça rentrera dans 1 minute 30. Je voulais introduire mes propos pour vous remercier parce que effectivement, vous avez ouvert l'Assemblée à des artistes, à des personnalités et au peuple. Et je me suis permis d'inviter justement cette nomenclature de personnes ce soir. Et je pense qu'ils ont tous hâte de pouvoir vous parler des projets merveilleux qui montent. J'ai de la chance, en dehors de mon activité de président de Nations Numériques et de défendre la France sur ces sujets, d'être prof et de pouvoir, en tout cas, parler du soft power. Et sur le soft power français, moi, c'est mon avis, c'est notre droit.
Et c'est notre Assemblée nationale, c'est notre philosophie du droit, c'est notre vision du monde au travers des lois qui sont votées par la représentation du peuple. Et cette force, en fait, ce soft power est copié. La preuve, c'est la RGPD. La RGPD copiée au niveau européen ensuite les États-Unis. Ensuite, les États-Unis, la première boîte à qui vont mettre une amende, c'est Sephora, par exemple. Voyez. Donc ça, c'est la réalité du soft power français. Et j'ai été interpellé il y a quelques semaines après une réunion, je pensais que c'était mon anniversaire. J'ai trouvé 100 SMS sur mon téléphone et en fait il s'avère que des personnalités m'ont dit mais attends, il y a eu une annonce, c'est pas possible, il y a une personne de l'exécutif qui fait une annonce et autour de la table pour préparer cette annonce-là, j'ai que des lobbies quoi. J'ai des structures qui ne représentent pas la France et l'Europe, qui ne payent pas d'impôts en France et en Europe et qui expliquent à la France comment donc organiser un plan sur 5 ans sur une thématique. Et moi, ma question, c'est aujourd'hui comment l'Assemblée nationale, par les outils qu'a l'Assemblée nationale, elle peut permettre de faire de la transparence de la vie publique et que ces décisions-là, que ces décisions puissent être justement saisies par des citoyens à l'Assemblée nationale pour créer de la transparence sur ce qui va se faire et qu'on reprenne de la puissance en fait politique et qu'on fasse des choses à partir de la France pour la France. Voilà la question. Alors, vous êtes un petit peu décalé par rapport au thème, mais je sais. Oui, voilà, c'est peut-être plus simple, vous en parlerez directement. Alors attendez, parce qu'il faut que le micro bouge ici et ensuite vous. Oui. Oui, bien sûr. Moi, j'ai pas une aussi bonne mémoire que les gens ici, donc j'ai écrit ma question. Ce sera un peu plus rapide peut-être. Donc déjà, je vous remercie. Moi, je vais revenir sur l'Europe. Donc, nous avons donc des pays qui se désengagent de l'Europe, une mauvaise gestion des crises, une France moyenne. Éloignez votre téléphone du micro. Ah, c'est le téléphone, navré. Une France moyenne qui est dans l'impossibilité de s'imposer seule, car donc du coup, nous sommes actuellement dans un monde incertain, bouleversé par de multiples changements politiques, économiques et j'en passe. Mais à côté de ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se réaffirmer, nous, en Europe? Et donc, on a compris qu'il faut qu'on reprenne les manettes. Mais en fait, ça a été une discussion intéressante. On a parlé de plusieurs problèmes actuels ainsi que futurs problèmes. Et vous avez exposé des faits. Mais on n'a pas réellement de solution. Et donc, peut-être que vous me direz, mais est-ce que peut-être on pourrait parler d'un modèle européen qui pourrait nous aider à pouvoir gérer tout ce dont on a parlé? Donc, quel est le modèle le plus intéressant? Ou peut-être que ce débat fédération souverainiste est pas le bon, qu'il y a une alternative et que c'est peut-être un débat stérile actuellement. Voilà, c'est par rapport à l'Europe des nations et l'Europe, voilà. Le modèle européen. Gérard? D'abord, il n'y a pas de modèle européen dans la mesure où nous sommes on n'a jamais fait ce que nous faisons. Hein. L'Union européenne, ce n'est pas une confédération, ce n'est pas une union, ce n'est pas une alliance. C'est une entreprise qui est vraiment très particulière. Et je crois qu'il ne faut pas trop lui demander parce qu'elle ne peut pas nous offrir tout ce que nous essayons de lui demander. Par exemple, en termes géopolitiques, il est tout à fait normal qu'on voit la Russie de manière différente à Helsinki et à Lisbonne. Par exemple, vous savez, à l'été 2020, nos amis turcs ont menacé de faire des recherches pétrolières dans les eaux territoriales grecques et chypriotes. La France a réagi immédiatement, ça a été le silence de mort en Europe du Nord. Donc, et ça, ce n'est pas anormal. C'est vrai que lorsque vous êtes à Helsinki, honnêtement, la mer Égée, ce n'est pas votre première préoccupation. Donc je pense qu'en termes géopolitiques, il faut quand même admettre que les pays ont des géographies, de nouveau, des histoires extrêmement différentes et qu'il peut y avoir des désaccords. Moi, ça a déjà été dit, je crois que ça a été déjà dit, l'Ukraine est un miracle. D'une certaine manière, nous avons légitimement une vision différente de la Russie, des intérêts différents, et nous prenons les décisions communes. Et c'est ça qui compte. C'est la décision commune, mais nous devons admettre avant les désaccords, nous devons admettre avant également les débats, et éventuellement qu'un pays nous dise « ben non, moi je ne peux pas me joindre à vous, mais je vous laisse ou non, je vous laisse agir ». Donc en termes géopolitiques, il faut accepter les géométries variables. Mais en réalité, et pour moi c'est là la force de l'Union européenne, sur tous les sujets qui d'une certaine manière sont plus importants
pour votre avenir que la géopolitique, que ce qui se passe à Chypre ou même que ce qui se passe en Ukraine, c'est-à-dire le changement climatique, c'est-à-dire la gestion des crypto-devises, l'avenir des océans, la gestion de la transition technologique et notamment l'éthique de l'intelligence artificielle. Eh bien ça, c'est l'Union européenne qui peut négocier parce que c'est le plus grand marché au monde, c'est 450 millions d'habitants et il existe une civilisation européenne. Il existe une vision commune de l'homme. Et sur ces sujets qui sont l'avenir de l'humanité, eh bien là, l'Union européenne peut peser de tout son poids. Et là, il y a une véritable unité européenne. Donc je dirais que nous parlons surtout de géopolitique ce soir parce que nous sommes en guerre, et pour nous, c'est quand même la première guerre interétatique en Europe depuis 1945, c'est quand même important, et nous avons un monde qui est en train de changer, mais n'oublions pas ces intérêts globaux de l'humanité, et où je pense que l'Union européenne a des valeurs propres, et l'Union européenne peut d'une certaine manière être le moteur du changement. Parce que les États-Unis, bon, naturellement, il y a toujours la loi du marché, la loi des entreprises. Donc l'État a tendance à ne pas vouloir s'immiscer, par exemple, dans la gestion de l'Internet au nom des entreprises. Vous avez évidemment en face les gens qui s'immiscent beaucoup trop dans la gestion de l'Internet, les Chinois et les Russes. Eh bien là, il y a peut-être un chemin médian, et je crois que l'Union européenne peut conduire l'humanité dans ce chemin médian. Alors, gardez le micro parce que il y a une question intéressante qui vient d'Internet qui prolonge, je reviens vers vous après, qui est la nouvelle union économique ou stratégique ne doit-elle pas être multipolaire plutôt que géographique? L'Europe n'est-elle pas une vieille idée qui serait le contraire de ce que vous venez de dire? Personnellement, je pense qu'il n'y a pas seulement des intérêts, il y a aussi une vision des intérêts. Et donc, les Européens, nous partageons une même vision du monde. Vous savez, quand j'étais jeune diplomate, il y a longtemps, j'étais en poste à Washington et j'avais mon collègue britannique qui était une caricature de britannique, n'est-ce pas? Mais vraiment, une caricature, c'était amusant. Son anglais était Oxford. Ses enfants étaient évidemment partis dans une public school où ils allaient se les geler pendant 4 ans. Enfin, c'était vraiment une caricature. Et un jour, dans un moment d'abandon, il m'a regardé, il m'a dit, « Tu sais, Gérard, à Washington, je me sens européen. » Il était atterré, surpris. Mais si vous êtes en poste, moi je l'ai été évidemment dans un certain nombre de pays, vous vous rendez compte que vous êtes français évidemment, mais vous êtes aussi européen. Nous avons une vision commune, à la fois de l'État-providence par exemple. Et d'une certaine manière, les Anglais sont plus proches de nous, d'ailleurs, que des Américains, quoi qu'ils disent. Nous avons une idée de la liberté individuelle, de la dignité de l'homme, de la liberté, mais aussi du rôle de l'État, avec des différences, évidemment. Entre les Suédois et les Portugais, c'est normal qu'il y ait des différences, et entre les Français et les Allemands. C'est pour ça et c'est ça qui fait le vrai ciment. Ce n'est pas seulement les intérêts, ça joue un rôle important, mais aussi le sentiment que nous avons un destin commun, les Européens. Merci. Alors, question ici, j'avais promis. Bonsoir à tous, merci pour ces interventions très instructives. J'aurais une question assez précise pour vous, Monsieur Haro. Au lendemain du sommet franco-allemand, la décision d'envoyer des chars lourds en Ukraine n'est toujours pas actée. Donc j'aimerais savoir quelle est votre vision sur l'envoi de ces chars lourds, les chars Léopard, Charles Leclerc en Ukraine, et sur la forme que doit prendre cette intervention, et aussi sur la suite. Comment l'Europe doit justement s'impliquer davantage ou non sur le conflit ukrainien? Je parle naturellement à titre purement personnel. Je suis à la retraite, je ne représente pas les autorités françaises. Moi, ce qui m'inquiète, ce qui me gêne dans ces débats, c'est ce côté, on fait ça pas à pas et il n'y a pas de stratégie globale. C'est-à-dire que je suis sûr, je peux prendre un pari avec vous, que dans 2 mois, on a le même débat sur les avions de combat. Vous voyez, il y a 2 mois, c'était le même débat sur les missiles patriotes. Et donc, on est engagé dans une escalade, c'est une évidence,
Mais cette escalade, je ne vois pas la stratégie dans laquelle elle est. C'est-à-dire, tout le monde dit il faut que l'Ukraine soit victorieuse. Et naturellement, je suis d'accord. Mais qui me définira la victoire de l'Ukraine? Qu'est-ce que c'est la victoire de l'Ukraine? Et puis, combien ça va coûter de vie humaine? Combien ça va coûter en termes financiers? Vous voyez, dans quel calendrier? Et donc, voilà, moi je pense que nous devons tout faire pour empêcher la défaite de l'Ukraine. Et d'ailleurs, je pense que sans le réaliser, et c'est intéressant d'ailleurs de voir, nous n'avons pas pris de décision, mais nous avons franchi en réalité un seuil. L'Occident ne peut plus accepter la défaite de l'Ukraine. Nous nous sommes tellement engagés, nous avons tellement engagé notre crédibilité, notre prestige, que désormais, nous ne pouvons plus accepter la défaite de l'Ukraine. Et c'est cela, au fond, cette escalade, l'escalade dans laquelle nous sommes engagés. Mais de nouveau, c'est une escalade pas à pas, sans stratégie aucune. Et donc, je pense qu'il faut envoyer des chars en Ukraine, mais j'aurais aimé qu'il y ait également une réunion et qu'il y ait quand même des éléments de stratégie. Parce que sinon, ça va recommencer la même comédie pour les avions dans un mois ou dans 6 semaines. Ça va être exactement la même chose. Les pauvres Allemands vont recommencer leur truc, puis finalement, ils vont céder, évidemment. Et voilà. Alors, bon, pour une fois, ce n'est pas la France qui est le mauvais de la pièce, donc je ne vais pas me plaindre. Hein. Mais voilà. Voilà mon idée personnelle. Je pense qu'il y a plein de questions qu'on devrait se poser et pour le moment, nous ne nous les posons pas. Nous sommes engagés dans une escalade, et quand même, c'est une escalade qui est dangereuse. Il y a quand même, le chef d'état-major de l'armée américaine a dit publiquement à 2 reprises, il est improbable que les Ukrainiens puissent recouvrer tout leur territoire. Dites donc, c'est quand même important. Personne n'en parle. Et qu'est-ce qu'on en tire comme conséquence? Qu'est-ce qu'on en tire comme conséquence? Vous voyez? Donc, je dirais, voilà, c'est la question que je pose. Oui, il faut livrer les armes, et la France a raison, le président de la République a raison, mais peut-être qu'on pourrait de temps en temps s'arrêter au bord du chemin, ne pas se laisser emporter par les émotions, les passions, et de dire, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Combien ça va nous coûter? Et combien ça va coûter en vies humaines? Et qu'est-ce qui est faisable en termes militaires? Qu'est-ce qui est faisable? Si le chef d'état-major américain nous dit « ce n'est pas faisable », eh bien, il faut peut-être en tirer des conséquences quand même. Au lieu de dire « ouais, il faut vaincre la Russie », bah, si ce n'est pas possible, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, voilà, moi, j'aimerais qu'on pose des questions. Alors, vous aviez une question, oui. Et ensuite, une là-bas. Ah, tu veux rajouter un mot, pardon. Oui. Court. Mais peut-être juste sur les chars Léopard, la décision est déjà plus ou moins prise de la part des Allemands, donc ils vont le valider. Les Américains, eux, sont en train de réfléchir sérieusement à leurs chars Abrams. Donc il y a effectivement une escalade, mais là on est dans une situation, on a tendance souvent à dire qu'une crise se résout autour d'une table, dans d'une conversation diplomatique. Là, ça se résoudra militairement sur le terrain. Et ensuite, on pourra engager des discussions. Donc là, on est dans l'escalade. C'est qui va s'épuiser avant l'autre. Et si on perd cette guerre, sera des réverbations, mais énormes. D'abord, on aura livré des quantités d'armes américaines, européennes, occidentales, si on n'arrive pas à remporter cette guerre. Donc effectivement, après, la question, c'est quel est l'état final, en fait? Est-ce qu'on accepte que le territoire ukrainien soit partiellement morcelé ou pas? C'est quelque chose que Zelensky n'acceptera jamais, et on peut le comprendre. Mais cette guerre se gagnera avant tout militairement, d'où l'investissement énorme en ce moment, un peu du maintenant ou jamais, now or never, c'est maintenant qu'il faut y aller. Alors, une question ici, et puis une au fond, et après, hélas, nous continuerons, mais de manière plus informelle. Allez-y. Oui, donc bonsoir. Je remercie aussi Madame la Présidente de nous ouvrir les portes de l'Assemblée ce soir. Moi, ma question, c'est on fait face à une polycrise qui remet en question dans tous les sens finalement la souveraineté de l'Union européenne. Et donc moi, ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on gagnerait ou non à donner plus de souveraineté à l'Union européenne puisque c'est une question qu'on se pose, je pense, tous pour beaucoup, puisque l'Union européenne nous a beaucoup apporté pendant cette crise, tout comme elle a aussi montré que nous étions très divisés, même si je me sens moi-même d'ailleurs française et européenne. Et donc je me pose cette question de souveraineté. Souveraineté européenne, oui.
très rapidement, je voudrais dire, le problème, c'est que nos citoyens, il y a un nombre substantiel de nos citoyens qui n'en veulent pas. Et donc, il est quand même difficile, étant donné la crise politique que traversent les démocraties européennes, vous avez un nombre substantiel de nos... et partout, aux Pays-Bas, comme pas seulement en Britannique, aussi en France, en Italie, qui disent non, ils ne veulent pas. Et donc, ils disent qu'ils ne veulent pas plus, qu'ils sont anti-européens, et on va leur dire, ah ben d'accord, on va vous donner encore plus d'Europe. Vous voyez, moi, je pense qu'en termes de politique intérieure, mais alors ça, c'est à nos dirigeants politiques de le décider, il est difficile de faire plus d'Europe à l'heure actuelle, étant donné l'état de rébellion d'une partie de nos opinions publiques. Mais sinon, je serais évidemment d'accord à aller dans votre direction. Après, si je peux me permettre, on fait plus d'Europe qu'il y a 2 ans. La santé n'était pas dans les prérogatives européennes, la défense était embryonnaire, l'Union européenne a financé des livraisons d'armes à l'Ukraine, ce qui était impensable il y a 2 ans. Donc, de fait, l'Europe prend une place plus grande par les circonstances. L'emprunt commun dont on parlait tout à l'heure sur le Covid est aussi une première. Donc, d'une certaine manière, c'est ce que vous dites, mais ça se fait... Alors, il y avait une question tout au fond. Voilà. Alors, soyez bons parce que c'est la dernière. Alors, elle va être très brève, très concrète. Bonsoir. Merci déjà pour ce temps d'échange et cette discussion très intéressante. C'est une question qui est naïve, un peu dirigée pour M. Haro. Il y a moins d'1 an, il y a eu la suppression du corps diplomatique. On a la diplomatie en filigrane de toute cette discussion. Alors évidemment, je pose la question, je sais que la réponse sera personnelle d'une personne retraitée, mais je serais curieux d'avoir son regard sur... voilà, on a entendu beaucoup de choses et vraiment naïvement, moi, je ne sais pas quoi en penser, donc je profite de ce temps d'échange de ce moment pour avoir un éclairage. Voilà. Question naïve mais bonne. Madame la Présidente, excusez-moi. Non, je vais évidemment essayer d'élever le débat. En réalité, il y a une question centrale qui se pose à tout le monde, c'est comment faire de la politique étrangère dans une démocratie libérale, dans la mesure où peu à peu, le ministère des Affaires étrangères a été en grande partie marginalisé, non pas parce que les diplomates sont mauvais ou non pas parce qu'on n'aime pas le Quai d'Orsay. En général, les présidents n'aiment pas le Quai d'Orsay, mais non pas à cause de ça, mais tout simplement parce que nos relations internationales, tout ministère maintenant fait des relations internationales parce que ça répond à un besoin. Hein, le ministère des télécommunications, le ministère de l'Industrie, ils sont tous, en particulier dans le cadre européen, mais pas seulement dans le cadre européen, ils ont tous besoin de faire de l'international. Voilà. Et naturellement, ils veulent le faire sans que le Quai d'Orsay s'en mêle. Ça, c'est aussi une évidence. Et donc, le fait que les affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères a le mandat de coordonner la politique étrangère du pays, il s'assoit très largement là-dessus. Et donc, de toute façon, nous avons ce problème à gérer. Le deuxième problème que le ministère des Affaires étrangères a à gérer, c'est qu'il y a évidemment, nous n'avons pas d'électeurs. Et donc, s'il y a un ministère où on taille, c'est nous. On a perdu 40% de nos effectifs quand même en 25 ans. Vous voyez, et puis vous savez bien, c'est Ferrero Rocher, l'ambassadeur, les résidences, c'est extraordinaire. Et donc, en réalité, nous avons un budget, au budget de cette année, nous avons eu un budget qui est plutôt un budget en réduction. Mais du côté du ministère des Affaires étrangères, ça ne sert à rien de dire c'est ma compétence, c'est ma compétence. Voilà, c'est la réalité. On va pas réussir à chasser tout administrateur civil du ministère de l'Industrie qui se rend en cachette à Rome pour faire sa petite salade dans son coin. Ça ne sert à rien. Voilà, c'est comme ça. Et donc, je crois que le ministère des Affaires étrangères doit en grande partie se concentrer sur ce qu'il fait bien, c'est-à-dire plutôt le politique et les grandes négociations. Et ça, c'est le plus difficile de convaincre un ingénieur que négocier, c'est un art. Moi, il m'est arrivé de voir des ingénieurs commençant une négociation et en 4 minutes 30, la négociation était perdue. Parce qu'il avait abordé la négociation à la française et c'était totalement désastreux. Donc, il faut essayer de jouer ce jeu-là. Alors ensuite, vous avez, le président de la République a fait non seulement le corps diplomatique, mais aussi le corps préfectoral a disparu. Et tout un certain nombre de corps de l'État, c'est-à-dire finalement l'héritage que nous avions de Napoléon. C'était depuis Napoléon, nous fonctionnions sur ce système.
Donc maintenant, voyons ce qu'il en est. Cela étant, et là je vais parler pour ma paroisse, dont je suis dans mon ancienne paroisse, si vous joignez le ministère des Finances, votre carrière, ce sera fondamentalement de passer de l'étage 1 à l'étage 3, du bureau 3 au bureau 4B à Bercy. Si vous êtes diplomate, votre carrière, ce sera de passer de Tokyo à Bujumbura et de Bujumbura à Buenos Aires. Et donc, c'est quand même différent comme métier. Il y a un côté vocation. Et d'abord, vous devez parler des langues. Vous vous rendez compte, vous allez apprendre 6 ans le chinois, puis ensuite, on va vous dire, ah ben tiens, vous pourriez être sous-préfet à Châteldon. Non, enfin, Châteldon n'est pas une sous-préfecture, et l'histoire en est tragique. Mais voilà, donc, c'est assez curieux. C'est-à-dire que pour ce métier qui a des conséquences pratiques et privées sur votre vie privée très dures, le Quai d'Orsay, nous sommes un ministère de divorcés. Parce que les épouses, évidemment, ne voulant plus faire de la peinture sur ivoire, elles veulent avoir leur carrière comme leur mari, ce qui est tout à fait légitime. Et donc, vous imaginez, si le mari est nommé premier secrétaire à Bujumbura, voire à Kigali, que va faire l'épouse ? Ou inversement, si l'épouse est nommée premier secrétaire à Tokyo, que va faire le mari? Et donc vous avez beaucoup de ce qu'on appelle comme les militaires, hein, des célibataires géographiques. Et donc c'est un métier qui est particulier. Vous rêvez tous de l'ambassade auprès du Saint-Siège ou le Palais Farnèse à Rome, mais il faut bien se dire que sur 180 ambassades, il y en a 120 capitales qui sont invivables aujourd'hui à cause des problèmes de sécurité. Dans les pays africains, vous avez nos collègues qui sont dans des villas avec des barreaux aux fenêtres et avec des sonneries d'alarme pour des problèmes de sécurité. Vous avez le problème des enfants. Donc voilà, c'est tout un ensemble où ces jeunes gens qui décident d'entrer dans le corps diplomatique, qui apprennent pendant 5 ans le chinois et qui doivent apprendre 2 langues rares, hein, donc il n'y a pas que le chinois, qui doivent apprendre le chinois. Qui n'est pas rare. Et d'un seul coup, on leur dit non. C'est pas important finalement ce que tu fais. Voilà, moi je trouve ça assez malheureux. Merci. Merci à tous les 3. Il y avait plein d'autres questions. C'est le signe que ça vous a intéressé et que vous étiez très motivés. Donc bravo pour cette initiative, Madame la Présidente. Et merci. Bon.